Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Je crois que il s'agit de définir ce dont on parle. Il s'agit aussi de savoir pourquoi on fait l'exercice, Donc, peut-être pour aider à structurer la discussion qu'on va avoir, c'est 4 types de questions, il me semble, sur lesquelles le débat pourrait s'engager. Une première question, c'est pourquoi une charte? Parce qu'après tout, il y a la charte du forum social. Pour les médias, il existe de multiples chartes, les chartes de déontologie pour les journalistes. Les radios africaines ont une charte de la radio africaine. Donc pourquoi une charte? Une deuxième question, c'est une charte pour qui? On dit les médias libres. Mais les médias libres, c'est qui les médias libres? Troisièmement, Marion a un petit peu abordé le point, mais c'est de discuter un peu plus en profondeur. Donc, la charte, c'est pourquoi faire? Et puis une quatrième question, si on a le temps, c'est donc la charte. On ne va pas sortir avec la charte maintenant, mais comment on va faire pour avoir la charte? Comment? La charte, comment? Alors, une charte, peut-être définir ce que c'est une charte. Mais une charte, c'est assez simple, c'est un ensemble de principes qu'on s'impose et un ensemble de droits qu'on revendique, qui sont fondés sur des valeurs qu'on partage, et cette charte lie des acteurs. Alors, pourquoi une charte dans le cadre du Forum social mondial et dans le cadre du Forum des médias libres? Il y a une multiplicité d'initiatives prises par des médias de différents genres, qu'il s'agisse des radios communautaires, qu'il s'agisse des blogueurs et de tous ces acteurs qui ont émergé dans le Mediascape. Il y a une multiplicité d'initiatives. Alors certains sont dans le forum social mondial, d'autres sont dans des forums sociaux à l'échelle locale. Ils ne sont pas nécessairement ils sont multiples. Même ceux qui sont au forum mondial, ils ne sont pas dans cette salle. Il y a des tas de réunions qui ont lieu. Ces acteurs ne sont pas là. Et il y a ceux qui sont en dehors du forum social mondial ou des forums sociaux nationaux. On a parlé par exemple des gens de Occupy qui faisaient toutes sortes de choses avec les médias. Et ils ne sont pas tellement dans le forum social mondial. Pourtant, tous ces gens, ils ont quelque chose, tous ces acteurs médiatiques, ils ont quelque chose en commun, c'est qu'ils travaillent pour le changement social, pour la justice sociale. Alors, ça, la charte, c'est une initiative qui a été prise par des organisations parmi d'autres, mais qui représentent malgré tout différents types de médias. Donc les radios communautaires avec Amaf, les radios en ligne avec Idjoussou, nous, Panos, on est un petit peu sur les 3 médias, Siranda. C'est une initiative, et c'est une initiative qui est une initiative absolument ouverte. Pourquoi on fait cette présentation aujourd'hui? Parce qu'on voudrait que ce soit la charte de tous ceux qui interviennent. Deuxième type de question. Donc c'est une charte pour qui? Alors on dit les médias libres. Alors certains, ça peut les gratter d'entendre ça, les médias libres. Une charte de médias libres. D'abord les médias, ce n'est pas des gens, ce n'est pas des institutions. Les médias, c'est des moyens. Donc comment est-ce qu'on veut attendre quelque chose des médias? Donc on va entendre les praticiens des médias. Pas nécessairement les professionnels, mais les praticiens des médias. Quand on dit libre, alors ça c'est encore autre chose, libre. Parce que libre, pour moi qui ai connu cette période, c'est très franco-français. On a eu les médias libres en 81, quand Mitterrand a pris le pouvoir, alors il y a eu les radios libres. Et puis depuis, le terme il a disparu. Par exemple, 10 ans après, en Afrique de l'Ouest, dans les années 91, c'était pas les médias libres, c'était les médias indépendants. Alors peu importe, il faut s'entendre simplement sur ce qu'on entend par libre. Mais je pense que c'est les médias indépendants. Et les médias indépendants ou les médias libres, c'est pas un fait, c'est pas un épithète qu'on vous met comme ça. Être indépendant,
C'est un processus. Parce que, pour donner un petit exemple, si vous voyez les médias publics, ils ne sont pas indépendants. Et pourtant, dans certains pays, il y a tout un travail de plaidoyer pour faire des médias publics des médias de service public. Ça veut dire avec un contrôle du public sur les financements, sur la ligne éditoriale, etc. À l'inverse, les médias dits indépendants, là, les petites radios communautaires. Les petites radios communautaires, est-ce qu'elles sont encore indépendantes quand elles font la publicité pour les Nations Unies, sinon pour Areva, etc. Donc, c'est un processus d'indépendance ou la liberté des médias. Et donc, c'est tous ceux qui sont engagés dans ce processus sur eux-mêmes qu'on vise à travers cette charte. Peut-être il y a 3 ou 4 principes comme ça qui pourraient circonscrire de manière plus positive ce qu'on entend par médias libres. D'une part, je pense que la base de la base, c'est des médias qui sont engagés pour le changement et pour la justice sociale. C'est des médias qui veulent changer la vie. Alors, il y en a qui veulent changer la vie. Il faut que les auditeurs, les lecteurs comprennent leur environnement pour pouvoir avoir un rôle dans les décisions qui affectent leur vie. On peut dire vouloir changer la vie. Certains, dont nous sommes très certainement, penseront que pour changer la vie, il faut changer le monde. Mais enfin, n'allons pas jusque-là. Les médias, un principe, c'est la volonté et l'engagement dans le changement et la justice sociale. Un deuxième élément, peut-être, c'est des acteurs qui contribuent à l'édification et à l'exercice du droit à la communication. Alors, le droit à la communication, c'est encore un autre concept. Le droit à la communication, c'est pas le droit à la liberté d'expression. Il y a eu un vieux débat, vous êtes trop jeune et moi, je l'ai connu un peu, à l'UNESCO, dans les années 83-84. Donc, il y a eu une grande discussion sur ce qu'on appelait le NOMIC, le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. C'était quoi l'enjeu? Il y avait les Américains, les Anglais aussi, qui voulaient absolument que la liberté d'expression soit reconnue comme un principe universel. De l'autre côté, avec le directeur général de l'UNESCO en tête, qui était un Sénégalais à cette époque, il y avait non, la liberté d'expression, c'est pour que Reuters, toutes les agences, la Voix de l'Amérique, tous ces médias américains, européens, aient toute liberté d'action. C'est la liberté d'entreprise médiatique. Et face à ça, il y avait les gens favorables au NOMIC qui ont dit non, on veut un équilibre de l'information. On ne veut pas que l'Afrique soit informée sur l'Afrique par des agences d'information du Nord. Ça a été un problème très sérieux, ce qui a abouti au départ des Américains et des Anglais. C'est la deuxième fois qu'ils boudent. Hein. Ils ont boudé déjà il y a 30 ans. Là, ils se retirent de l'UNESCO, ils se retirent parce que depuis qu'on a admis la Palestine, ils se sont retirés. La fois précédente, il y avait 2 choses. Il y avait le NOMIC et il y avait aussi une condamnation d'Israël. Donc, c'est une question éminemment politique. Donc, le droit à la communication, c'est pas seulement le droit à la liberté d'expression. La communication, c'est pas seulement l'information. L'information, elle est verticale et dans les 2 sens. Hein. C'est pas seulement d'envoyer une information en bas, c'est aussi de faire remonter l'information, comme font les petites radios, de bas en haut. Mais c'est une information comme ça. La communication, c'est différent. La communication, c'est un échange. Mais ça ne suffit pas de dire que c'est un échange. Et quand on parle de droit à la communication, c'est peut-être la troisième manière de définir le droit à la communication. Donc un troisième élément pour définir le droit à la communication, c'est que si c'est un échange, cet échange, il ajoute une valeur ajoutée. Et quand on parle de droit à la communication, cette valeur, ça n'est pas une valeur économique, une valeur financière, ça n'est pas ça qui est recherché. Et pourtant, la communication est un secteur extrêmement profitable. On voit tous les milliardaires, monsieur le fondateur de Facebook, monsieur Murdoch, tous ces gens prennent la communication parce qu'ils y voient une valeur possible à tirer, des profits substantiels à faire, et c'est une valeur ajoutée économique. Ce qu'on entend ici
par communication, c'est une valeur sociale. Donc on essayait de donner quelques éléments de définition des médias libres. Et donc c'était d'une part des médias engagés dans le changement et la justice sociale, deuxièmement des médias ou des acteurs du secteur médiatique qui contribuent à l'édification et à l'exercice du droit à la communication. Donc on essayait un petit peu de dire qu'est-ce que c'était le droit à la communication. Et donc le droit à la communication, c'est plus large que le droit à la liberté d'expression, que la communication, elle ne se résume pas à l'information, quel que soit le sens de l'information, mais que c'est un échange d'informations. Et donc, la troisième chose sur le droit à la communication, ça inclut une valeur ajoutée dans cet échange, et ce qui est recherché, c'est la valeur sociale, et pas la valeur financière ou la valeur économique de cet échange. Et je crois qu'il y a un quatrième élément aussi, pour préciser ce qu'on entend par droit à la communication, c'est le droit à la communication pour tous. Pour tous et pour chacun. Parce que quand on dit pour tous et qu'on reste général, alors je crois qu'on manque l'essentiel. Et c'est qui n'a pas accès? Essayons de chercher. Qui n'a pas accès à l'information? Ben, ça fait beaucoup de gens, hein, finalement. Il y a les gens qui n'ont pas accès à l'information, simplement parce que... et à la communication, simplement parce que l'information est produite dans des langues qui ne sont pas les langues qu'ils pratiquent. Donc, il y a toutes les minorités linguistiques, culturelles. Là, ils sont privés du droit à la communication. Ceux qui n'ont pas accès à l'information parce que dans les espaces publics traditionnels, ils n'ont pas droit à la parole. Et que ça, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne croit. Je pense que si on regarde, simplement pour parler de nos sociétés, là, en Afrique de l'Ouest, les femmes n'ont pas un droit équivalent à la parole et les jeunes n'ont pas un droit équivalent à la parole. Donc, ceux-là n'ont pas le droit à la communication. Il y a évidemment les gens qui sont marginalisés financièrement. Ah, il faut pouvoir acheter un journal. Hein, et le journal, c'est plus cher, 2 fois plus cher qu'un kilo de pain. Il faut aussi, maintenant qu'on est connecté, il faut avoir accès à un smartphone. Bon. Donc, il y a ceux qui sont marginalisés financièrement. Il y a ceux qui sont marginalisés technologiquement, parce qu'on peut avoir des ressources et on n'a pas accès à la large bande ou difficilement dans une ville secondaire du Mali, par exemple. Même si on est un ingénieur ou un cadre ou n'importe. Et puis surtout, qui n'a pas droit à l'information? Mais de quelle information? C'est ceux qui n'ont pas accès à une information plurielle. Or, est-ce que l'information, elle est tellement plurielle par les temps qui courent? Si on regarde même les pays les plus avancés, c'est la pensée unique. Bon. Donc, des informations plurielles. Parce que la pluralité de ces informations, c'est la condition pour que les citoyens se fassent une opinion critique. On dit changer la vie. On veut participer aux décisions qui impliquent sa vie. Et comment on peut le faire si on n'a pas soi-même une opinion critique? Et cette opinion critique, elle ne peut venir que par une information qui est une information plurielle. Et ça, je crois que à qui manque cette information critique, ils sont très nombreux. Donc, les médias libres, ce sont les médias qui contribuent à ça également. Donc, à cette définition de l'accès à l'information et plus généralement le droit à la communication. Donc ça, c'est peut-être des éléments pour préciser ce que nous, on entendait par médias libres. Le troisième groupe de questions qu'on peut discuter, c'est une charte, mais pourquoi faire? Et je pense que là, il y a 2 usages, si je peux dire. Il y a un usage interne et il y a un usage externe. Alors, comment on pourra utiliser cette charte en interne? Interne, c'est qui? Interne, c'est les acteurs du secteur médiatique, en général, qui travaillent à la justice sociale et au droit à la communication, d'un côté. Et d'un autre côté,
c'est les acteurs du Forum social mondial, parce que c'est bien dans ce cadre qu'on discute maintenant. Alors, sur les acteurs du secteur médiatique, à quoi peut servir cette charte? Je crois que Marion l'a déjà dit, mais c'est, pour y revenir, il s'agit de fédérer des initiatives. Il y a un grand nombre d'initiatives. Non seulement les gens ne se parlent pas, mais on ne se connaît pas quelles sont les initiatives qui émergent un petit peu partout à différents niveaux. Donc, c'est un objectif de fédération de toutes ces initiatives. Un deuxième objectif, c'est d'articuler davantage ces initiatives. Et alors, on articule quoi dans les initiatives? On articule quoi? Ben, je crois que ce qu'il s'agit d'articuler, c'est plusieurs choses. Un, c'est articuler les différents types de médias. C'est très intéressant de voir que ici, en Tunisie, même au Maroc, le Maghreb, l'Égypte, le changement social, il a été inauguré par un type de médias, c'est les médias sociaux. En Afrique de l'Ouest, c'est à travers les radios communautaires. Comment on articule ces deux types de médias? Quelle coopération entre ces expériences-là? Donc, articuler entre les différents types de médias. Articuler entre les échelles géographiques. Bon. Ici, il y a des représentants de médias ou de praticiens des médias qui travaillent à une échelle très locale, il y en a qui travaillent à une échelle globale. Comment est-ce qu'on articule ces différentes échelles? Et troisième articulation, c'est comment on articule les différents types d'actions. Nous qui sommes là, on fait des choses très différentes sans doute les unes des autres. Il y en a qui font du plaidoyer pour la reconnaissance des radios communautaires, pour l'accès à l'information. Il y en a d'autres qui produisent de l'information, donc la production d'information. Comment coopérer en termes de production d'information? Comment aussi former? On est des formateurs, il y a eu des ateliers de formation ici. Comment échanger ces initiatives en termes de formation? Donc voilà, fédération, articulation, ça c'est ce qu'on pourrait faire avec la charte, à l'usage des acteurs du secteur médiatique. À l'usage du Forum social mondial. Le Forum social mondial, vous voyez, d'ailleurs, on est dans un coin très reculé, là, et il y a peut-être 20 000 personnes, et on est 40 ici. Mais c'est quand même un problème. C'est un problème, la question des médias libres et du droit à la communication dans le Forum social mondial. Parce que si vous, surtout si vous avez là, comme Flamme d'Afrique, si vous avez quelque chose indique que vous êtes média, on va sauter sur vous et on va vous dire, mais vous savez, j'ai un truc très intéressant là, tu viens couvrir les médias dans le Forum social mondial, on les instrumentalise. Comment vous venez couvrir nos activités institutionnelles? Ça veut dire on attend des médias qui fassent de la communication institutionnelle. Au pire aussi, c'est comment vous venez, comme j'ai un joli sourire, et comment vous venez me photographier. Et il y a aussi, disons, des petits enjeux individuels. Je crois que, à l'usage du Forum social, cette charte, elle doit montrer que la communication, le droit à la communication, c'est un enjeu de la globalisation. C'est un enjeu en tant que tel de la globalisation. Comme le commerce, comme n'importe quel thème, et peut-être c'est un enjeu central, peut-être même un des plus centraux de la globalisation. Elle doit aussi, cette charte, faire reconnaître au sein du Forum social mondial que ces médias libres, comme on les a définis, ces médias libres, ce sont des acteurs pour une autre globalisation au sens propre, au sens plein, et pas seulement des instruments. À usage externe, à quoi peut servir la charte? Alors, je crois que ça va être ça le contenu de ce qu'on va discuter. Mais c'est donc l'affirmation vis-à-vis de l'extérieur d'un certain nombre de principes, mais aussi d'un certain nombre de droits. Et je crois que la base de ces droits, de ces principes, c'est que ceux qui sont marginalisés, ils sont nombreux. Ils ont droit à recevoir et à produire de l'information. C'est comme ça d'ailleurs que la déclaration est intitulée la déclaration de Tunis, le droit d'informer et d'être informé. De là découle un certain nombre, de manière plus pratique, de ça découle un certain nombre de droits qu'il va falloir revendiquer. C'est la reconnaissance d'un tiers secteur de l'information, un secteur non marchand.
côté du secteur public, d'un côté du secteur privé. Il y a un secteur qui est un secteur non marchand. Il est en passe d'être reconnu avec des difficultés pour les radios communautaires. C'est beaucoup moins vrai pour les nouveaux médias. Cette reconnaissance, elle passe par les normes de régulation. Bon, alors, sans doute, il y a on arrive à réguler plus ou moins, et après c'est critiquable la manière dont c'est fait, mais il y a des tentatives de régulation du secteur des radios communautaires. Sur le secteur des nouveaux médias, il n'y a pas de régulation. On peut dire, vous vous autorégulez, et on reconnaît votre autorégulation comme le mécanisme de régulation. Mais il n'y a pas une réflexion collective sur la régulation du journalisme citoyen en général et de l'utilisation des nouveaux médias. Une régulation équitable, une régulation qui respecte la liberté d'expression. Une autre chose, c'est les normes et les mécanismes de renforcement de ce tiers secteur, qui est basé sur la participation. Par exemple, le droit à la communication, quand la communication est de plus en plus en ligne, ça veut dire l'accès universel aux nouvelles technologies. On l'a dit par ailleurs, on l'a dit au sommet mondial sur la société de l'information, et c'était à Tunis, et qui était là. Est-ce que c'est quelque chose que les médias libres prennent en compte? L'accès universel aux nouvelles technologies. Et c'est un principe, après ça s'applique dans des politiques, mais c'est un principe. Les politiques de communication, bon, il y a un enjeu fantastique qui est l'accès aux informations publiques. Mais comment est-ce que ces politiques, à l'échelle nationale, sont mises en œuvre? La participation des citoyens, des médias libres, à l'élaboration de ces politiques, c'est un droit. C'est un droit. Voilà. Alors après, il y a d'autres droits qui sont aussi dans la discussion, mais pas dans la discussion ici de manière systématique. C'est l'accès aux informations publiques, et je trouve ça tellement dommage. Pour vous raconter une petite histoire. Bia, qui est brésilienne, je lui dis l'accès aux informations publiques en Afrique de l'Ouest, c'est le combat en ce moment, un des combats. Et elle explique que depuis 1 an et demi, l'accès à l'information publique est garanti au Brésil. Et alors, on a Bia qui est ici, et nous on est là, et il ne se passe rien. Bon, voilà, sur les mécanismes sur les droits d'abord, et comment exercer les droits, voilà un champ de droits sur lequel il y a matière à coopérer. Et enfin, une dernière chose, c'est, puisqu'on parle du droit d'informer et d'être informé, c'est l'éducation aux médias. Alors, ça fait un peu barbant, l'éducation aux médias, tout ça. Mais non, l'information et les médias, ils sont au service du public. Et le public, eh ben, il doit s'organiser pour être le contre-pouvoir à ces médias qui se prétendent le 4e pouvoir. Et ça aussi, c'est clé, il y a des expériences un petit peu partout, et qu'il s'agit d'articuler. Et c'est un droit. Donc, je pense que l'exercice va être de lister un petit peu, de manière plus précise, quels sont ces droits. Et mon dernier point, c'est bon, mais une fois qu'on reconnaît ce socle commun de droits articulé autour du droit d'être informé et d'informer, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Alors je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense qu'il faut être ambitieux malgré tout. Je veux donner un exemple avec la charte africaine de la radiodiffusion. La charte africaine de la radiodiffusion, elle est née comme ça. Des radiodiffuseurs, la marque était le leader de ça. Une charte a été rédigée par les radios communautaires africaines. Cette charte, elle a été plaidée auprès de l'Union africaine. Donc, c'est une charte qui a une valeur maintenant continentale. Parce qu'elle a eu la bénédiction de l'Union africaine. Je crois que nous aussi, on doit être ambitieux. Si on a une charte des médias libres, il faut pouvoir la plaider auprès des instances de gouvernance, si on peut dire ça comme ça, de la communication. Et je crois qu'on est coupable parce qu'on a de grandes opportunités et qu'on ne les utilise pas. La charte africaine, qui la défend à l'échelle de l'Union africaine? Il y a la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, c'est l'organisme
de l'Union africaine, qui est chargée de veiller à l'application et au respect des chartes, des codes, de tout ce qu'on voudra imaginer dans le cadre de l'Union africaine. Nous ici, hein, tous les continents, on a des rapporteurs spéciaux à la liberté d'expression. Ces gens-là, généralement, ils viennent de la société civile. Je crois que plaider une charte auprès de ces gens serait un objectif peut-être ambitieux, mais je pense qu'il garantirait davantage qu'on est dans un processus qui est un processus de revendication mondiale à travers des structures régionales. Donc voilà, c'était un petit peu pour cadrer la discussion. Je pense qu'il y aura un 4e point, mais il faut qu'on ait discuté les 3 premiers sur comment tout ce qu'on fait après.